De Venezuela aux pétroliers russes. Imaginons le pire scénario. Pensez-vous que les États-Unis étendent discrètement une guerre mondiale? Parce que nous avons appris, comme Richard l'a mentionné, l'existence du nouveau paquet d'armes de 11,1 milliards de dollars destiné à Taïwan, le plus important jusqu'à présent. Quelle est votre opinion à ce sujet? Richard vient d'expliquer ce que signifie la Déclaration sur la sécurité nationale lorsqu'elle affirme que l'Empire américain est terminé et que nous ne pouvons plus continuer à diriger le monde. Il sera divisé en régions. Cela veut dire exactement ce qu'il a dit, agir par l'intermédiaire de puissances régionales, en pratique. En d'autres termes, nous ne pouvons plus nous permettre de supporter les coûts d'une guerre contre la Russie en Ukraine. C'est un gouffre financier sans fond, compte tenu de la corruption et du fait que l'Ukraine a subi de lourdes pertes. Mais je pense que Trump en a assez de l'Europe. Vous avez vu toutes ces déclarations hostiles à l'Europe. Donc, en somme, lorsqu'il parle d'abandonner l'Empire, il fait référence au combat actuel de l'Europe contre la Russie. S'il dit que l'Europe veut se battre contre la Russie, alors qu'elle le fasse en tant que notre mandataire, nous ferons tout notre possible pour l'aider. Nous continuerons à fournir des radars et des conseils militaires sur les cibles à bombarder en Russie, mais nous ne dépenserons pas d'argent pour cela. L'Europe devra assumer les coûts. Malheureusement, nous avons nos marionnettes là-bas. Merz, qui vient de dire qu'il veut recommencer à enrôler des Allemands dans une nouvelle Wehrmacht pour combattre la Russie, comme s'il allait y avoir une guerre terrestre. Macron, qui continue d'envoyer des mercenaires français, et bien sûr, Starmer en Angleterre. C'est donc une manière de les utiliser comme mandataires. Les États-Unis se désengagent d'eux, tout comme ils essayent de le faire en Asie, en utilisant Taïwan, le Japon et la Corée du Sud comme leurs mandataires, ou encore en Amérique latine, avec des gouvernements de droite comme celui de Bolsonaro, que Trump a tenté de faire libérer de prison après sa tentative de renverser l'élection. Mais il faut autre chose pour que prenne fin ce contrôle américain, et je pense que c'est ce à quoi vous faisiez allusion. Cela signifie l'effondrement du droit international, le remplacement non seulement du droit international, mais aussi de tous les principes des Nations Unies qui ont été créés, apparemment de manière légale, après la Seconde Guerre mondiale. Prenons par exemple le droit de la mer. Il stipule que la mer appartient à tout le monde et n'est pas nationalisée comme faisant partie des États-Unis. Trump affirme que d'autres pays ont volé les océans Atlantique et Pacifique aux États-Unis, qu'ils nous appartiennent et que nous allons les reprendre. Je paraphrase ou prolonge un peu sa façon de penser. Mais il s'agit aussi des accords climatiques. Les accords de Paris signés par des pays tous menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes, le réchauffement climatique, les inondations et les sécheresses qui se produisent partout. Ils essaient de décarboner l'environnement pour éviter que cette catastrophe climatique ne fasse monter le niveau des mers et n'inonde les côtes du monde entier. Eh bien, Trump dit en gros que tout comme nous sommes contre l'idée que la loi de la mer soit libre pour tout le monde, comme si ce n'était pas de notre océan qu'il s'agissait, nous sommes aussi contre les accords climatiques internationaux qui nous empêcheraient de contrôler le commerce mondial de l'énergie grâce à notre domination sur le pétrole, en décidant qui peut produire et échanger ce pétrole et qui nous avons le droit de bloquer. Tout cela est bloqué. Ainsi, il y avait le droit international, le libre-échange, le statut de la nation la plus favorisée, la libre circulation des capitaux. Toutes ces mesures et toute cette idéologie
mise en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il semblait que la civilisation avançait vers une coopération entre tous les gouvernements, ou du moins la majorité, pour résoudre les problèmes communs du monde. Depuis la question de qui peut utiliser la mer, jusqu'à la manière d'empêcher certains pays de polluer l'environnement et de nuire aux autres, ou de menacer leur sécurité, en passant par les aspects militaires. Threatening their security to the military ideas. Yes, there will be national security, military for every country. Oui, il y aura une sécurité nationale et une armée pour chaque pays, mais pas au détriment de la sécurité militaire des autres pays, comme le répètent sans cesse le président et le ministre des Affaires étrangères russes. Tout cela constitue une attaque, affirmant que le droit international a pris fin. Tout est désormais soumis à l'ordre fondé sur les règles américaines. Ou, en réalité, tout accord ou toute règle régissant le commerce international ou l'utilisation des ressources énergétiques est placée sous la domination des États-Unis. Et c'est là la véritable prise de pouvoir. Il n'existe en réalité qu'une seule sphère d'influence, une sphère régionale, celle de l'Amérique sur l'Amérique latine. Tous les autres pays censés avoir une sphère d'influence, lorsqu'on parle d'une sphère d'influence russe, cela signifie en fait que l'Europe doit affronter la Russie, pas nous. Quand on parle d'une sphère d'influence chinoise, cela signifie, eh bien, laissons la Chine essayer de faire ce qu'elle peut, mais nous allons l'encercler avec les pays du Quad et avec des proxys américains, surtout à Taïwan, où nous venons de signer, l'Amérique vient de signer, un énorme contrat d'armement, je crois d'environ 11 milliards de dollars, pour tenter de la contrer. L'Amérique ne reconnaît la sphère d'influence d'aucun autre pays que la sienne, qui consiste à dire « restez en dehors de l'Amérique latine ». Et comme Richard vient de le souligner, ce n'était pas la doctrine Monroe. Tout pays pouvait commercer ou emprunter auprès d'autres pays. En fait, au moment même où les pays d'Amérique latine, à partir des années 1920, ont conquis leur liberté politique vis-à-vis de leurs colonisateurs étrangers, le Mexique, le Brésil, tous les autres, ils se sont endettés, principalement auprès des banquiers britanniques. Et Haïti s'est endetté pour racheter sa liberté auprès des banquiers français. Tous ces pays d'Amérique latine sont devenus des satellites financiers de l'Angleterre et des banquiers européens. L'Amérique n'avait aucun problème avec cela, aucun problème avec d'autres échanges commerciaux. L'Amérique était tout à fait favorable au commerce de l'Amérique latine avec d'autres pays, tant que les profits étaient tous envoyés aux États-Unis et non en Europe. Les États-Unis sont les bénéficiaires de ce commerce. En somme, Trump affirme qu'une sphère d'influence ne peut être tolérée que si les États-Unis sont les seuls bénéficiaires des excédents économiques et des soldes des paiements générés par ces 5 régions. C'est ce double standard que l'étude sur la sécurité nationale est censée promouvoir. Si je pouvais ajouter un autre point, encore une fois, simplement pour enrichir les niveaux de compréhension de ce qui se passe ici. Vous savez, les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale comme la puissance économique dominante. Mais ce n'était pas seulement que le dollar américain était partout, que les États-Unis finançaient tout et accordaient des prêts, le plan Marshall et tout le reste, pour le monde entier, et dominait le commerce mondial. C'était aussi une domination politique, une domination idéologique. Vous savez, Hollywood produisait les films que tout le monde regardait, Lévi-Strauss fabriquait les jeans que tout le monde apprenait à porter, et ainsi de suite. Tout cela, à une exception près, et encore, on n'en est même pas sûr, a fini par être renversé. Les États-Unis ne sont pas la première puissance économique. Nous en avons discuté jusqu'à la nausée, et les preuves en sont partout. Elles s'accumulent littéralement chaque jour. Il en va de même pour la politique. Sur certaines questions clés, les États-Unis non seulement perdent des votes aux Nations Unies, mais les perdent massivement. Il y a des votes de plus d'une centaine de pays contre 5.
les États-Unis font partie des 5. Israël est généralement là, ainsi que quelques petites îles du Pacifique. Mais le reste du monde ne suit plus, et même les Européens, aussi serviles envers les États-Unis qu'ils continuent de l'être, du moins leurs dirigeants, font désormais des déclarations contre la politique des États-Unis. Et je peux vous l'assurer, l'ambiance ici, je ne suis là que depuis quelques jours. Vous savez, la critique de Trump est partout, entre les lignes ou directement dans les articles de presse, et ainsi de suite. Donc, l'arsenal politique n'est plus là. La position politique a disparu. La position économique a disparu. La position idéologique a disparu. Le monde ne se passionne plus pour chaque nouvelle lubie venue des États-Unis comme autrefois, que ce soit dans la mode ou autre chose. Alors qu'est-ce qu'il reste? Voici mon point. L'armée. Nous n'avons pas encore montré au monde que notre armée n'est plus irrésistible. Pendant la majeure partie des 30 dernières années, et certaines agences s'en chargeaient, lorsque l'on établissait des tableaux indiquant combien les grandes puissances mondiales dépensaient pour leur armée, les États-Unis figuraient non seulement en première position, mais dépensaient davantage pour la défense que les 8 ou 9 pays suivants réunis. Et ces 8 ou 9 pays comprenaient la Russie et la Chine. Autrement dit, les États-Unis étaient militairement aussi dominants pendant la période de la guerre froide qu'ils l'étaient sur les plans économiques, politiques et idéologiques. Voici comment j'interprète ce que Michael a dit, et ce phénomène me semble toujours bien plus important que l'attention qu'on lui accorde. Tirer sur des innocents qui n'ont pas été reconnus coupables, des gens assis dans des bateaux dans les Caraïbes ou le Pacifique. D'ailleurs, je crois que 95 d'entre eux, ou un nombre approchant, ont été tués. C'est un symbole très fort. Nous allons utiliser ce qu'il nous reste encore, l'armée. Nous n'allons pas faire comme les précédents présidents stupides qui faisaient monter la marine à bord du navire, confisquer la drogue si elle s'y trouvait, arrêter les personnes impliquées, puis les renvoyer dans leur pays pour y être jugés. Non, 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 cela n'a pas fonctionné. Alors maintenant, nous utilisons ce qu'il nous reste, le point. Nous sommes en position de faire quoi? Attention, que le monde se méfie. Si vous vous mettez de notre mauvais côté, nous vous ferons subir la même chose. D'accord, cela revient à utiliser l'armée parce que vous n'avez plus rien d'autre à utiliser. Et il y a ici 2 issues possibles. Premièrement, cela fonctionnera. Vous terroriserez une grande partie du monde avec la menace d'une action militaire, en fin de compte nucléaire. Ou bien, et les deux peuvent se produire, vous provoquerez le reste du monde à vous considérer comme le principal danger pour la paix mondiale et à s'organiser économiquement et politiquement pour vous vaincre. Et je vous laisse sur cette remarque. Nous avons vidé notre industrie manufacturière. Nous ne pouvons pas avancer seuls. We cannot go it alone. And if the rest of the world were to view us, et si le reste du monde en venait à nous considérer comme une nation rebelle, prête à menacer par la force militaire, il y aurait des réactions. Demandez-vous, si vous le souhaitez, posez-vous cette question. Si les conseillers de M. Trump, qui veulent la guerre au Venezuela, obtiennent gain de cause et que les États-Unis attaquent, débarquent des troupes, tout cela, ce n'est pas seulement que les Russes et les Chinois pourraient leur réserver quelques surprises au Venezuela. C'est aussi qu'ils peuvent, bien sûr, prendre des mesures de représailles de toutes sortes. Nous allons peut-être recommencer à entendre parler des terres rares et de toutes sortes d'autres leviers qu'ils pourraient actionner. Et là, nous voyons à nouveau la route vers la guerre tracée juste devant nous, dépendant des décisions qui sont littéralement en train d'être prises pendant que nous parlons. but dependent on the decisions being made literally as we talk.